Eh bien bonjour chers abonnés, chers amis, ce n'est pas d'un film que je voudrais vous parler ce soir, ni d'un réalisateur, ni d'un acteur particulier, mais de cinéma toujours, bien sûr, mais plutôt d'histoire du cinéma, puisque nous allons parler ben, de Hollywood. Comment ce Hollywood qui est connu aujourd'hui comme la Mecque du 7e art, l'industrie à rêve, l'usine à rêve, comment c'est né, comment ça s'est développé. On va voir un petit peu eh bien, comment d'un simple ranch, d'un simple terrain agricole, ben, on en a fait la grande industrie du cinéma que c'est devenu aujourd'hui. Il faut dire que la Kaingwa Valley, qui se situait à peu près à 23 km du Pacifique, donc la Kaingwa Valley, c'est là l'endroit où se situe un petit peu notre Hollywood, a connu un destin fabuleux. Ce n'est que dans la seconde moitié du 19e siècle à peu près que les premiers fermiers, en s'y installant et en plantant des citronniers, des orangers, des arbres fruitiers, il ne faut pas oublier que la Californie a un climat qui est proche de la Méditerranée, eh bien ils vont, en plantant ça, en faisant de cette terre peut-être rêche, quelque chose de fertile, eh bien ils vont tirer cette vallée de son isolement. La propriété qu'Harvey Henderson Wilcox y acquit en 1886 et que sa femme Daida baptisa peu après du nom de Hollywood Ranch, qui veut dire le Franche Bois du Hou, je crois, ou un truc comme ça, eh bien cette propriété va commencer à s'étendre, acheter des terres, et progressivement elle va se découper en parcelles, à travers lesquelles se dessine déjà le plan de la future cité du cinéma. Cette vocation devait se faire jour dès le début du siècle, quand le réalisateur Cecil B. DeMille, début du siècle, début du XXe siècle, hein, pardon. Voilà. Rappelez qu'on est en 2020, on n'est plus. Donc dès les débuts du XXe siècle, hein, je précise, c'est alors que le réalisateur Cecil B. DeMille décida d'y transformer une remise jusque-là utilisée pour abriter des outils, des attelages. Et là, il va en faire son studio de tournage avec un plateau de 18 pieds sur 18. Pourquoi il s'installe là? Parce qu'il trouve que l'endroit est beau, parce que ça domine comme ça. Bon, c'est un endroit, c'est calme. Et puis bon, comme le propriétaire décide de vendre, bon il rachète ça et il installe ici donc, comme je vous dis, son studio de tournage et un plateau surtout de 18 pieds sur 18. Alors, ils s'installent, donc les fabricants, tout ça, ce qu'on appelait les fabricants de bandes de photographie, c'est-à-dire les fabricants de pellicules de films en fait, tout ça, mais aussi des cinéastes, des producteurs, des promoteurs, des spéculateurs, tout ça vont être attirés par ce petit endroit, ils vont commencer à s'installer aussi. Et très vite, l'essor va devenir de plus en plus fulgurant. D'abord, il va y avoir 160 habitants à peu près en 1903, on va en trouver vite fait 4000 en 1911, d'ailleurs l'année où David Horsley y édifie le premier véritable studio. Et puis des compagnies, comme des compagnies de films, hein, vont commencer à s'y fixer, d'autres vont s'y créer, et on va y tourner d'abord des westerns et des cinémas, on va dire des petits courts-métrages comiques comme ça. Comme je vous l'ai dit, le climat de Hollywood, très proche de la Méditerranée, donc c'est favorable, c'est sain, il y a le petit air marin, tout ça, qui fait qu'on ne fait pas trop chaud. Et puis sa situation privilégiée, donc on est à proximité quand même de Los Angeles, et puis à proximité de l'océan, on n'est pas trop loin voilà, de la ville si vous voulez, fait que justement tous les réalisateurs américains vont être là pour dire tiens on est tranquille pour faire nos films, bon, et on n'est pas loin de la ville pour ensuite faire la promotion. Donc de 1910 à 1950, à peu près, on va s'employer à y fabriquer des créatures artificielles, des merveilleuses, des stars auxquelles le public, pour le culte qui leur voit, conféra une dimension surréelle. C'est le début du Star System. Et on n'est pas à notre époque, on est déjà en 1910, il y avait déjà une histoire de Star System. Mais ces demi-divinités de
fabuleux cachet entourait d'un luxe insolent, déjà à l'époque. Toutes ces stars ne s'appartenaient pas. Le cinéma, la publicité avaient maintenant sur leur vie privée une certaine mainmise, mais aussi sur leur corps, tout autant que sur leur carrière. Savoir que les pieds de Fred Astaire, le fameux danseur, mais aussi la voix de Bing Crosby, elles étaient cotées à Wall Street. Et oui, déjà à l'époque, c'était déjà des produits. À Hollywood, quelques 500 correspondants étaient chargés de recueillir les potins, les confidences et plein d'autres informations pouvant satisfaire la curiosité que manifestait le monde entier à l'égard des faits et des gestes des stars. Margaret Thorpe évalue à 100 000 mots à peu près l'importance des informations qui chaque jour quittaient Hollywood. Quant au courrier dont les stars furent l'objet, il est également fort impressionnant. En 1939, par exemple, un studio recevait entre 15 000 et 45 000 lettres de fans par mois. Pour l'époque, c'était énorme. Et on était qu'en 1939. Alors qu'est-ce que c'est Hollywood ? Hollywood, c'est un univers à mi-chemin de la réalité et de la fiction. Et où on devait à l'époque être toujours optimiste. C'est-à-dire que les films devaient toujours avoir des happy endings, des fins heureuses. Et tout ça dans un univers filtré, parfumé, euphorisé par les soins de ce qu'on appelle le Star System. Les divorces en chaîne étaient le signe non d'échecs répétés, mais de réussites successives. Les déplacements ininterrompus étaient vus comme instabilité et inquiétude, mais comme de merveilleux voyages. La production elle-même avait adopté le ton, et les films se contentaient d'être d'aimables histoires, s'achevant inévitablement, comme je vous l'ai dit, en happy ending. Comédies sophistiquées, des comédies musicales, des comédies burlesques, des westerns bien sûr, des films d'aventure, construits autour de ces dieux anthropomorphes. Toutefois, après la Seconde Guerre mondiale, l'apparition de la télévision va porter quand même atteinte à cette ère de prospérité. Alors, on voulut d'abord relancer l'activité avec quelques superstars. Ce fut sans succès. Bien, la mort de James Dean, le suicide de Marilyn Monroe ayant suffi à mettre à nu les tragiques coulisses du rêve hollywoodien derrière ces grandes stars que furent James Dean, Marilyn Monroe, il y a aussi beaucoup de souffrance et ça a révélé comme ça, c'est pas forcément l'usine à rêve que l'on croit. Désormais, les crises vont se succéder à Hollywood jusqu'à l'invention d'une grande technique qui s'appelle le cinémascope en 1953. Et avec tous ces autres procédés qui visent d'abord à avoir une image plus large à l'écran, mais il y aura toujours cette crise qui va perdurer malgré tout. Les major companies, qui étaient maîtresses de ce vaste empire cinématographique, c'est-à-dire les majors, ce sont les grandes compagnies, la Warner, la Metro-Goldwyn-Mayer, la Paramount, la Columbia, la 20th Century Fox, même si aujourd'hui elle a été rachetée, eh bien elles vont subir d'énormes pertes financières qui vont les mener presque toutes au bord de la faillite à la fin des années 60. Et toutes ces compagnies ont failli disparaître, il faut le savoir. Et surtout la redoutable concurrence du petit écran, comme on appelait la télévision. Ils viennent s'ajouter le danger représenté déjà par le développement du cinéma européen. Et oui, ça y est, l'Europe commence à aussi se lancer dans le cinéma français, cinéma italien, cinéma allemand même. Et on a aussi nos stars et on commence aussi à vendre nos films sur la planète. De plus, il faut savoir que l'inadéquation de la production hollywoodienne à une jeunesse américaine plus intéressée par la réalité que par une peinture édulcorée et inactuelle de la société va encore aggraver la situation. En même temps que les structures, il fallait changer l'esprit. L'heure n'était plus à la légende, c'était fini ça, mais bien à la démythification des thèmes traditionnels. Et c'est là que Hollywood va vraiment changer de visage. En 1946, Hollywood produisait à peu près 378 films.
En 1971, on en compte encore à peu près 143. Chiffre symbolique d'une crise que confirment à la fois les échecs rencontrés par les superproductions. Ainsi, en 1962, la Cléopâtre de Mankiewicz coûta près de 40 millions de dollars à la Fox, et le progressif déplacement des lieux de tournage, alors que dans les années 50, 5% seulement des films américains étaient tournés hors d'Hollywood, ce pourcentage s'élevait déjà à 30% en 1962. Eh oui, soucieuse de recherche quasi journalistique, refusant tout conventionnalisme, des petites compagnies comme ça de production apparurent, fondées par des acteurs, des metteurs en scène, tels que par exemple Paul Newman, Steve McQueen, Sidney Poitier, Barbara Streisand. Tout ça, ils ont créé une société de production qui s'appelle la First Artist Production Company, qui n'est pas sans rappeler les artistes associés, Associated Artists, des temps du muet. Et avec ces petites sociétés de production indépendantes, le système de la vedette, le star system, tel qu'on l'avait avant la guerre, va disparaître. Et cette fois-ci, il va disparaître au profit du film. Celui-ci faisant généralement l'objet d'un petit budget, tourné en quelques semaines dans des décors réels, avec des acteurs parfois totalement inconnus et à moindre frais, grâce à l'utilisation d'une invention qui va être formidable pour l'époque, la caméra Super 16. Et face à tous ces rivaux, les majors vont se prêter à d'importantes mutations qui ont permis au système hollywoodien de survivre. Une grande partie des immenses studios d'autrefois ont donc été détruits ou alors transformés, rachetés par des groupes financiers, des célèbres compagnies. Ces célèbres compagnies se sont modernisées et ont modernisé leur gestion, mais aussi leurs conditions de travail. Elles ont adopté des techniques nouvelles, coopérant avec les indépendants dans divers domaines. Plus encore, accordant aux réalisateurs une autonomie dont ils ne disposaient pas jusqu'alors, elles se sont ouvertes aux sujets réalistes, reflétant sans concession l'Amérique d'aujourd'hui, c'est-à-dire la contestation étudiante, l'univers des hippies, le problème du racisme, la violence, les festivals pop, etc., 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 jusqu'aux problèmes actuels que l'on connaît. C'était revenir au tout début d'Hollywood, à l'époque de Porter, des actualités reconstituées. C'est parce qu'elle a su revenir sur Terre que l'ancienne capitale du cinéma américain parvient à sortir malgré tout de sa dramatique léthargie. Bref, on peut dire que Hollywood continuera son chemin encore pendant longtemps, même s'il y aura toujours des crises à traverser. Il y a de l'argent, il y a des rêves, il y a des désirs, des souhaits. Alors on peut contester parfois certains choix qui vont être opérés. Peut-être que des compagnies vont disparaître au profit d'autres. Mais comme vous le voyez, l'histoire d'Hollywood s'est ponctuée toujours de crises, mais aussi de relèvements de bons successifs. On verra ce que dans l'avenir, avec les nouvelles stars, les nouvelles vedettes, les nouveaux réalisateurs qui vont venir, voir s'il y a encore des idées nouvelles, en espérant qu'on arrêtera de faire des remakes, on arrêtera de faire des reboots, d'autres choses comme ça de nouveaux films, et qu'il y aura des réalisateurs pour nous proposer de quoi toujours rêver. Voilà, c'était ma petite présentation d'Hollywood, en espérant que ça vous a plu et qu'on puisse faire un débat, si vous voulez, dans l'espace commentaire. Je vous dis à bientôt et à la prochaine, mes amis. Au revoir.